Sol et propriété, aller à la racine. Pour certains, la propriété est un rêve, pour d'autres un statut juridique. Dans les deux cas, la propriété a des effets bien tangibles. Je ne vous parle pas ici du fait de percer des trous au mur ou de payer la taxe foncière. L'idéal de propriété a des conséquences sur nos façons de construire, d'habiter un territoire et donc de préserver ou non nos sols. Aujourd'hui, on partage sans trop y penser un régime de propriété privée individuelle qui alimente une certaine fabrique de la ville, celle de l'habitat pavillonnaire et de l'émiettement urbain. Et si on imaginait d'autres façons d'être propriétaire, de manière collective par exemple, qu'est-ce que ça changerait? Dans cet épisode, Elissa Al-Saad, doctorante au Centre de recherche sur l'habitat, creuse l'hypothèse qu'une propriété partagée pourrait être une des clés pour mieux préserver les fonctions écologiques de nos sols. Sans être suffisant à lui tout seul, le passage de la propriété individuelle à la propriété collective permettrait de changer nos pratiques constructives, la préservation des sols et très certainement l'ambiance lors des fêtes de voisins. Je suis Lucie Carpentier, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Elissa Al-Saad, bonjour. Bonjour. Elissa Al-Saad, tu es architecte de formation et doctorante au Centre de recherche sur l'habitat. Ta thèse s'intitule Pour une pensée architecturale de l'Anthropocène et elle porte sur nos modes de propriété résidentielle et leur impact sur le sol. En fait, ton travail compare différentes formes possibles d'appropriation du sol, la propriété privée ou la propriété collective, et tu te questionnes sur leur capacité à préserver la ressource foncière et respecter le sol comme écosystème vivant. Peut-être ma première question, ce serait qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet qui mêle beaucoup de disciplines différentes, toi qui viens de l'architecture? Alors en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions à travers un mémoire de recherche que j'avais fait pendant mes études d'architecture, qui questionnait l'impact des formes de propriété sur l'habité à Notre-Dame, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et comment est-ce qu'il y avait plusieurs formes de communs, notamment, qui étaient déployées. J'ai ensuite décidé de créer un projet de recherche qui poussait un peu plus loin ces questions-là, et notamment les liens qu'il allait y avoir entre les modèles de propriété et la façon dont elles vont générer des typologies d'habitat et des façons d'habiter. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on projette une façon d'habiter, un rapport avec son environnement de vie, et comment est-ce que ça permet de reconsidérer le sol comme une ressource. Donc la question que je pose dans ma thèse, c'est la façon dont finalement les formes de propriété, les modèles de propriété vont avoir un impact sur les typologies d'habitat et sur la morphologie des territoires, notamment dans des milieux non urbains, donc périurbains et ruraux, dans lesquels l'artificialisation se pose aujourd'hui du fait d'un processus non plus d'étalement urbain, mais d'émiettement du tissu, qui est notamment dû à une typologie d'habitat en particulier, qui est la typologie pavillonnaire, parce que notamment c'est une typologie qui est accessible pour les ménages modestes, etc., et qui est en fait en lien avec un modèle de propriété qui est la propriété privée. Donc la question de cette thèse, c'est de voir comment est-ce que les formes d'habiter vont impacter la typomorphologie de l'habitat et comment elles-mêmes impactent les territoires, et notamment l'artificialisation.
Donc du coup, ça c'est une thèse qui va aller convoquer, plusieurs disciplines en effet, du droit notamment, beaucoup, de la pédologie, il y a différentes approches qui sont questionnées en fonction, de l'architecture et de l'urbanisme. OK, donc c'est très, très riche, tu évoques déjà beaucoup de choses. Bon, peut-être pour revenir sur une notion qui est clé, donc que tu évoques, c'est le mode d'habiter. De ce que je comprends, en fait, se loger, c'est loin d'être simplement se mettre un toit sur la tête. Ça induit, un rapport, à son environnement, comment est-ce qu'on décide collectivement de se loger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément ce que c'est que le mode d'habiter, et le mode d'habiter hégémonique actuel que tu as un petit peu, brièvement commencé à évoquer, qui est le nôtre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bah, tu as très bien commencé à l'aborder. En effet, habiter, se loger, c'est pas tout à fait la même chose et notamment dans ma thèse, ce que je définis comme l'habiter, c'est une approche, donc qui répond aux besoins, du logement choisi, d'un logement choisi écologique, donc il y a déjà cette première approche-là et c'est une approche, en fait, qui est beaucoup plus globale que la question du logement. Dans ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est de considérer l'habiter, comme un rapport à la fois à un milieu de vie et donc là, ce milieu de vie, en fait, c'est le sol qui est, structurant dans la façon de projeter son habitat et donc comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte le sol comme une ressource et à se développer, dans ce milieu-là. Mais c'est également un rapport au territoire et au local. Donc ce rapport au territoire, il va passer par, une relation avec des dynamiques, sociales, locales, qui peuvent être, très différentes, mais aussi, un rapport avec des communautés, que ce soit, des communautés habitantes, donc à l'échelle de l'habitat, mais aussi les communautés plus ou moins locales, et comment est-ce que à travers l'habiter, donc à travers des relations sociales et des relations territoriales, on inscrit en fait son logement, mais de façon plus globale. OK, très cl c'est clair et d'où est-ce que notre mode d'habiter, français, si on non, peut-être c'est pas le bon mot français, mais celui qui est le plus partagé aujourd'hui, donc le lotissement, d'où est-ce qu'il vient, si on fait son un peu son ori si on retrace un peu son origine? Alors, le lotissement et donc l'habitat pavillonnaire qui se développe, et qui se sont développés, notamment en tout cas en milieu périurbain, et ruraux, hem, ont été marqués en fait par, 3 dynamiques, qui sont assez, importantes. Dans les années, 60-70-80, on va avoir des politiques publiques, de qui vont pousser en fait, l'accession à la propriété privée. On a un idéal du pavillonnaire qui se développe également dans ces années-là, qui n'est plus forcément l'idéal, contemporain aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué le développement, des territoires à travers cette typologie et on a aujourd'hui surtout une économie de la construction, qui place toujours l'habitat pavillonnaire comme une réponse la plus accessible pour les ménages sociaux. Donc pour les ménages sociaux, en milieu périurbain, notamment détendu ou en milieu rural, en fait, hem, l'habitat pavillonnaire, c'est la réponse la plus économique. Faire du logement collectif, ça demande une économie de projet qui est beaucoup plus compliquée. Donc c'est comme ça, notamment par ces 3 caractéristiques, que se développe, cette typologie. D'accord, donc on retrouve le régime de propriété privée qui alimente et qui permet This audio was created with Podcastle.ai. retrouve le régime de propriété privée qui alimente et qui permet, qui nourrit ce mode d'habiter, délétère pour l'environnement et donc peut-être que tu pourrais approfondir sur les impacts environnementaux, sur on parle beaucoup d'artificialisation des sols en ce moment, donc qu'a ce mode d'habiter? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, donc c'est la notion d'émiettement qui est développée par, Éric Charme. C'est alors on a beaucoup parlé, d'étalement urbain. En fait, à travers l'émiettement, ce qui est important dans cette, typologie, c'est pas en elle-même la typologie pavillonnaire, c'est la façon dont elle se place dans le territoire qui va poser problème. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un processus, d'étalement continu du tissu, on est dans un processus d'émiettement du tissu, bâti, habité.
Et c'est cet émiettement qui va vraiment poser une question sur l'artificialisation. En fait, la question qui est posée, c'est quelles sont les terres artificialisées et comment est-ce qu'elles sont artificialisées. Et dans ces milieux périurbains et ruraux, cet émiettement va avoir un impact à la fois sur les corridors écologiques, en créant des ruptures, à la fois sur les terres agricoles, en créant une augmentation des surfaces de contact entre les terres agricoles et les terres artificialisées, et à la fois des impacts sociaux par l'éloignement des ménages des centres-villes. Et ça, est-ce que c'est parce que chacun crée sa maison individuellement? Est-ce que, pour revenir à notre au régime de propriété, est-ce qu'il y a quand même un droit de l'urbanisme, des gens qui sont censés superviser, c'est l'organisation de nos territoires. Donc comment est-ce que les 2 coexistent? Oui, tout à fait. Le droit de l'urbanisme, c'est une limite importante en fait à la propriété privée. Et en fait, dans beaucoup de territoires, enfin, il s'exprime de façon très différente en fonction des territoires. Et tu fais bien de poser cette question parce que notamment dans 2 projets en bail réel solidaire, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler dans ma thèse, en fait, les municipalités se sont en effet rendues compte des problématiques que posait l'émiettement, même si c'est pas forcément à travers cette notion que ça a été posé pour eux, mais l'émiettement du tissu dans leur territoire, et ont décidé, par exemple, dans les 2 cas, d'aller privilégier et de soit à travers de la réserve foncière, soit à travers une préservation d'une parcelle via le plan local d'urbanisme, donc via le PLU, pour inciter à proposer des projets collectifs, des projets avec des typologies collectives en centre-ville. Donc on a des territoires qui en effet constatent l'impact sur leur territoire de cette typologie et qui cherchent à reprendre le contrôle sur cet urbanisme. Et notamment, ça passe par de la proposition d'habitat collectif en centre-ville. D'accord, donc on vient, aux alternatives que tu étudies dans ton travail de thèse, parce qu'en fait, la propriété, comme on l'entend, on va dire dans le sens le plus classique, c'est on pense tout de suite à la propriété privée, sauf qu'en fait, dans le droit, le régime juridique, la propriété, elle peut être collective, partagée. Il y a plein d'alternatives et d'autres interprétations que la pleine propriété privée, on va dire, comme on l'entend le plus couramment. Et donc, tu présentes dans ta thèse des projets en propriété collective qui, selon toi, préservent mieux le sol. Est-ce que tu peux nous parler de ces trois, non, de ces quelques terrains d'études? Oui, tout à fait. Alors en fait, en effet, le modèle de propriété privée, il apparaît de façon dominante aujourd'hui comme le modèle d'accès à la propriété. Il existe d'autres formes, donc moi c'est ce que je suis allée regarder dans ma thèse. D'une part, le bail réel solidaire m'a beaucoup intéressée. Donc le bail réel solidaire, c'est un outil que l'organisme de foncier solidaire, l'OFS, va pouvoir mettre en œuvre dans les territoires. Ça a été porté par la loi Allure en 2014, et puis ensuite, il y a eu plusieurs autres lois qui ont permis de développer et d'outiller le mieux possible les OFS. C'est une forme de propriété qui nous vient des États-Unis avec le Community Land Trust. En fait, ce que ça permet, c'est de dissocier le foncier et le bâti. Donc, ça permet de la propriété immobilière pour des ménages modestes qui est plus accessible parce que le prix du foncier est enlevé du prix d'achat. Et ce que cette propriété a comme particularité, c'est qu'elle va rester accessible à des ménages modestes, c'est-à-dire qu'à la vente, le prix de vente est la majoration est limitée. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est à la fois une aide publique pérennisée, mais aussi une forme de propriété qui est anti-spéculative, parce qu'elle se dégage des logiques du marché. Une autre forme qui m'a paru intéressante, c'est les coopératives.
Les coopératives, ça existe depuis maintenant assez longtemps. Il y a eu un regain, de limitation et de rejet de ce modèle-là dans les années 70. Et aujourd'hui, avec la loi Allure notamment, elles ont été, remises, de façon centrale dans les débats. Moi, je regarde une coopérative qui est un peu particulière parce que c'est une, société coopérative, d'intérêt collectif, à action simplifiée. Donc, c'est une coopérative, un peu particulière que celle qui est décrite dans le modèle de la loi Allure parce qu'elle a d'autres activités que juste l'habitat. Elle propose notamment un tiers-lieu. Et il y a un autre modèle qui me semblait intéressant, qui est un peu plus particulier, c'est une section de commune. Alors les sections de communes, c'est une forme de propriété qui fait, débat, notamment sur, son historicité, ses formes historiques, de où est-ce que ça vient, comment ça s'est construit et cetera. Mais notamment, c'est une forme de propriété qui était déjà présente avant la Révolution et qui a persisté, en changeant notamment de nature juridique avec la Révolution et avec le code civil. C'est une propriété qui, est maintenue par une communauté d'habitants, à l'échelle de la section de commune. Donc c'est la section de commune en tant qu'entité juridique, de droit, public, qui va être, propriétaire des terrains et c'est la communauté d'habitantes qui vit sur cette section-là, qui va en avoir des droits d'usage partagés. Sachant que ces terrains, sont par exemple des forêts, des landes, des marais, des espaces de pâturage. Donc c'est des terres qui sont utiles en fait à certaines pratiques, notamment, historiquement à certaines pratiques, de l'habiter, dont pouvaient dépendre les communautés, habitantes, mais qui ne touchent pas directement, la parcelle de l'habitat. OK, alors peut-être qu'on va revenir, terrain par terrain parce qu'ils sont tous, variés et il y a des enseignements à tirer de chacun d'entre eux. On va peut-être commencer par la section de commune, que tu viens d'aborder. Hem, Dans ce modèle, si je comprends bien, c'est les habitants qui gèrent la ressource et ils s'empêchent pas de l'exploiter. Ils peuvent en tirer des revenus, donc historiquement, c'était pour subvenir à leurs propres besoins, mais dans la section de commune que tu as étudiée, en fait, ça ils se mettent à vendre à l'heure actuelle, ils vendent le produit de ces terres. Donc qu'est-ce qui en fait, on voit que le fait qu'ils soient ensemble sur le terrain n'empêche pas un rapport d'appropriation et un rapport, marchand par rapport à la ressource sol. Oui, en effet, alors, la propriété partagée, n'est pas une garantie, face à la valeur marchande, que peuvent avoir des biens. C'est quand elle est couplée à d'autres dynamiques que ça peut devenir, une garantie. La section de commune sur laquelle je travaille, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, historiquement, il y a This audio was created with Podcastle.ai. je travaille, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, historiquement, il y avait un rapport, au bois qui était très important. Parce que donc il y a une forêt et des terres, en pâture qui sont partagées par les habitants y ont des droits et ces forêts historiquement, elles servaient à récupérer du bois notamment pour pouvoir entretenir, les maisons, pour pouvoir se chauffer et cetera. La forêt, elle donne aussi accès à des champignons. On a aussi des terres, sur lesquelles il y a des myrtilles. Donc tout ça, c'était des ressources, qui historiquement étaient très importantes pour les communautés, villageoises qui y vivaient et paysannes, qui dépendaient aussi de ces ressources pour vivre. Depuis notamment aussi, l'arrivée de l'ONF dans la gestion des forêts, on a un rapport qui petit à petit a changé et aujourd'hui en effet, on n'est plus dans une, récupération directe, mais dans une vente. Donc un rapport marchand de fait s'est installé. Mais en fait, rapport marchand, ici, n'empêche pas, préservation d'une ressource. Déjà pour plusieurs raisons. Le rapport à la communauté qui est dans cette section de commune, est très, très imbriqué au territoire. On a un rapport local qui parfois d'ailleurs peut être exclusif pour le coup. On est dans un rapport communautaire, parfois dans le mauvais sens du terme communauté. Mais ce rapport-là au local, au territoire, et aussi à l'histoire, pousse les habitants à prendre en compte non pas,
la forêt comme un bien marchand qu'il faut capitaliser, mais comme une ressource et comme un droit d'usage historique dont ils ont la responsabilité. Et de toute façon, le rapport marchand qu'il peut y avoir, pour pouvoir continuer à l'obtenir, il faut continuer à préserver la forêt. Mais on a aussi, par exemple, sur d'autres espaces, donc typiquement les espaces, les packages avec les myrtilles, etc., on voit que déjà, il y a plusieurs débats au sein de la communauté. Tout le monde n'a pas la même approche, mais c'est vraiment des espaces qui sont pensés à travers un rapport historique de préservation de c'était comme ça et il faut continuer. Alors parfois, ça a ses limites et ça pose des vrais débats en interne, mais on n'est pas dans un rapport de capitalisation de la terre comme un bien marchand. Les fruits produits, en effet, ont aujourd'hui une valeur marchande, mais la propriété n'est pas considérée comme un bien marchand ou un capital à valoriser sur le marché de la propriété, sur le marché foncier. Ces fruits, en effet, par contre, aujourd'hui, permettent aux habitants une petite économie, mais qui reste assez sommaire. C'est plus les droits d'usage qui sont attribués Mmh. qui permettent en fait, aux habitants de se projeter à travers un rapport, historique et un rapport de préservation. Ouais, si on reprend un peu les termes, juridiques en latin, c'est le fructus qu'on peut marchandiser, alors que l'abusus, il est peut-être protégé par les valeurs, un peu de préservation traditionnelle de l'histoire du lieu et cetera, donc et le fait d'être en collectif qui empêche de se dire: «On va raser la forêt et construire, à la place, des immeubles» et d'ailleurs, en parlant des constructions, est-ce qu'il y a une typologie de logements propres à ces sections de communes, que tu as identifiées? Alors, en fait, les sections de communes donc, comme elles sont historiques, c'est des habitations qui étaient, déjà présentes, et cetera et en particulier la section de commune sur laquelle je travaille, elle est assez particulière parce que les droits ne sont pas rattachés aux habitants, mais aux habitations, donc aux bâtisses. Donc j'avais posé comme hypothèse qu'en effet, ça permettrait la préservation d'un certain patrimoine architectural. Alors ce patrimoine-là, en fait, sa préservation va vraiment dépendre, des intentions individuelles. On a une typologie bâtie dans son espace, intérieur qui peut être préservée par des habitants, mais le travail, autour des matériaux, sur les façades et cetera n'est pas forcément présent comme, je l'avais pensé. Donc on n'a pas forcément ce patrimoine bâti qui a été préservé. Par contre, ça a permis notamment l'accès à ces droits et la préservation de ces droits, le fait qu'ils soient attachés aux bâtisses, de préserver les habitants sur le territoire parce que pour, continuer à pouvoir jouir des droits, il faut continuer à, rénover son bâtiment. Il ne faut pas que son bâtiment tombe en ruine et le fait d'avoir des droits qui sont comme ça, des territoires, le fait d'appartenir à une communauté pousse aussi les habitants à vouloir continuer à s'investir, à rester sur place. Donc c'est plutôt un rapport à la communauté habitante que ça va faire perdurer, plutôt qu'un rapport au patrimoine architectural. D'accord, donc on est loin de voir s'installer, des Airbnb, sur la section de communes, quoi. Oui, on est très loin, mais aussi parce que, en fait, on a déjà, c'est des territoires qui sont très ruraux, donc il y a cette question qui se pose, mais aussi c'est, dans ces territoires ruraux-là, la mmh, on est très limité dans la capacité à construire de nouveaux logements. Donc c'est pour ça, notamment, que la question de la préservation des habitations déjà présentes est, bien plus im est très importante. OK et peut-être qu'on peut passer à la aux exemples de coopératives habitantes, que tu es allé regarder. Est-ce que même question, est-ce que là, il y a eu une forme architecturale, particulière qui a émergé donc plus à même de protéger le sol, du fait d'être une coopérative plutôt que d'être, des propriétaires individuels? Ce qui est très intéressant avec la coopérative sur laquelle, j'ai eu l'occasion de me rendre, c'est qu'elle est en milieu, rural et les membres de la coopérative ont décidé de, rénover, une ancienne, donc il y a eu plusieurs usages, du bâtiment. Ça a été un orphelinat, une maison de retraite, il y a une chapelle, donc c'est un très, très grand bâtiment et ils ont décidé d'en faire des appartements et en fait,
une typologie collective comme ça, avec des appartements où chacun a son... Il y a un très très grand jardin d'environ 2000 mètres carrés qui est partagé, mais personne n'a de jardin privé. C'est un grand jardin partagé et ensuite il y a des appartements avec, qui peuvent aller du T2 au T5 avec des petites terrasses individuelles, mais l'espace extérieur est partagé. En milieu rural, avoir ce genre de typologie collective, c'est assez rare et les forcer, c'est un peu difficile. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que la formation par la coopérative a permis de créer une communauté habitante qui s'est retrouvée autour de valeurs communes et notamment de valeurs militantes, engagées autour de l'écologie, de l'impact de l'habitat. Donc évidemment, c'est assez particulier la façon dont ça se crée, dont ça se porte. Il y a eu un travail très important de la part de la coopérative pour pérenniser et pour avoir accès à une économie de projet qui leur permette de monter ce projet, avec des personnes qui sont venues sur site assez tôt pour s'investir. Et donc, ça a fait naître une typologie collective qui réhabilite un bâtiment. Donc là, on est dans une réponse territoriale qui est assez incroyable parce qu'on a du collectif sur un bâtiment déjà existant. Donc, on minimise en fait l'impact de chacun que chaque coopérateur aurait pu avoir par son propre habitat individuel et on utilise du bâtiment existant. On coche toutes les cases là. On coche toutes les cases. Et c'est intéressant, ça veut dire que c'est un nouveau mode d'habiter qui émerge, donc un mode d'habiter des appartements en milieu rural, donc ce qui est à l'opposé de ce qu'on pourrait vouloir. Et donc c'est le fait d'être ensemble on co-construit, on co-construit un nouveau mode d'habiter plutôt que de faire du copier-coller de ce que font les voisins et de se dire je vais aller habiter tout seul dans ma maison avec mon jardin. Donc oui, ce statut d'être ensemble pour inventer quelque chose où on sera beaucoup plus à même de l'accepter. Mais comme tu l'évoquais un petit peu, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est le fait d'être ensemble. This audio was created with Podcastle.ai. Tu l'évoquais un petit peu, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est le fait d'être ensemble qui a provoqué cette typologie de logement, cette mutualisation d'espace et très bénéfique sur le plan environnemental, ou est-ce que c'est aussi une sensibilité écologique, comme tu disais, militante? Les coopératives habitantes, on le sait, n'attirent pas tout le monde non plus. C'est des gens qui sont assez des profils, on va dire, assez engagés, qui ont réfléchi à ces questions déjà. Donc peut-être que c'est peut-être une limite que tu vois à cet exemple de coopérative habitante? Oui, en effet, l'une des limites de la coopérative, c'est une forme de regroupement en fonction déjà de certaines valeurs partagées. Après, c'est une limite qui est en même temps une force, parce que c'est ce regroupement-là autour de certaines valeurs qui va créer la communauté et à travers elle des formes de solidarité. Mais finalement, se pose en effet la question de qui peut accéder à ce genre de projet. Parce que c'est des projets qui vont prendre du temps, qui demandent aussi un capital économique de base, même si l'accès à la propriété est beaucoup plus, et d'une certaine façon, beaucoup plus accessible que dans d'autres formes. Mais quand même, il faut un certain capital de base à pouvoir investir et surtout, il faut du temps. Il faut pouvoir être disponible et notamment, ce qui est intéressant dans les projets participatifs, en tout cas dans certains projets participatifs, c'est qu'on remarque que donc il y a parfois un certain capital économique, mais aussi socio-professionnel, mais aussi des personnes qui vont avoir du temps et parfois, c'est des personnes qui sont plus à la retraite ou proches de la retraite, qui sont capables de combiner tous ces éléments. Donc parfois, dans certains projets, on va avoir plus de mal à attirer des jeunes ménages qui ont soit moins de temps, soit moins d'argent à investir, mais ça se fait quand même. Mais c'est pas forcément le premier profil qui est dans le montage du projet. Mais en effet, ça pose la question de qui peut accéder à ces projets-là. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la coopérative, c'est que ça couple à la fois un modèle de propriété collective, partagée, avec une dimension participative. La forme ici de propriété induit forcément le couplage de ces deux entités. Et cette dimension participative, c'est celle-là même qui est centrale
dans, ici, la projection de l'habiter et qui est centrale pour des ménages qui décident d'habiter dans «l'équivalent» entre guillemets d'un immeuble à la campagne. C'est très important de se retrouver en amont, de discuter sur qu'est-ce qu'on veut, comment de se rencontrer, en fait. Oui, complètement. C'est le fait d'avoir une part, de responsabilité dans la coopérative, de responsabilité, on va dire, juridique sur le sol, d'avoir un pouvoir de décision, c'est un statut complètement différent, ça induit un rapport complètement différent à la communauté et à son environnement. Et donc pour faire le lien avec le dernier exemple, qu'on va aborder ensemble, c'est, le cas de l'OFS, BR enfin du l'organisme de foncier solidaire qui vend des baux, réels solidaires à des habitants, où là, la dimension participative, dans la plupart des cas, n'est pas forcément présente. Les immeubles sont construits avant que les habitants, ne signent, le bail ou le revendent. Oui, tout à fait, c'est pas en effet, en fait, là, on est vraiment dans un cas où le modèle de propriété ne garantit pas à lui-même une approche, entre guillemets, «écologique» ou responsable, du moins sur les sols. Mais c'est le fait d'être couplé à une dimension participative qui, moi, m'a intéressée. Donc les 2 projets, en bail réel solidaire sur lesquels j'ai travaillé sont couplés à des dynamiques participatives, mais qui sont très différentes. Donc dans un cas, c'est un projet, on appelle ça un projet, bottom up. Donc c'est les habitants qui se sont retrouvés autour d'une association, qui sont allés voir un OFS pour lui demander de porter le projet parce que notamment ils étaient donc en milieu périurbain et porter par eux-mêmes un projet d'autoconstruction, collectif, c'était, une économie de projet, beaucoup trop compliquée. Donc l'OFS a fait cet effort, de venir, de porter le projet parce que c'est un OFS qui est lui-même très engagé, autour de ces questions. Et là, la dynamique participative, elle était dès l'amont du projet et l'association était en co-gestion directe du projet. C'était une co-maîtrise d'ouvrage entre l'OFS et l'association habitante. Cas particulier puisque du coup, on est, vraiment avec des habitants très militants, très touchés par l'impact de leur habitat. Donc là, la question des sols, elle était centrale. La question de la gestion des ressources, de l'eau, de l'énergie, des plantations, de faire perdurer, d'impacter le moins possible et de faire perdurer, le milieu de vie sur lequel on est, elle était très présente. Dans l'autre cas, c'est le même OFS, mais les dynamiques participatives étaient complètement différentes parce qu'on était dans un projet top-down. Donc là, pour le coup, c'est les acteurs publics locaux, donc c'est la municipalité, qui a souhaité développer un projet collectif participatif en centre-ville. Dans les 2 cas d'ailleurs, c'est des projets qui sont en centre, en centre, en centre. Et donc, dans le deuxième cas, c'est la municipalité qui est allée chercher l'OFS. Ensemble, ils ont projeté un projet, sachant que ce projet, fait partie d'un secteur d'aménagement plus grand du centre-ville. Et une fois que les permis de construire étaient déposés, là, s'est enclenchée la dynamique participative. Donc les habitants, les futurs habitants qui étaient intéressés, là, ils n'avaient pas besoin de rentrer ou de partager, des valeurs, comme c'est le cas avec l'association. L'association, elle répond un peu aux mêmes logiques que la coopérative, enfin l'association, habitante dans l'autre projet en BRS, parce que notamment, ils peuvent choisir en fait qui intègre le projet. Il faut évidemment que ce soit quelqu'un qui réponde aux critères sociaux d'accès en bail réel solidaire, mais il fallait aussi que ce soit des personnes avec qui, ils s'entendent bien, qui aient des valeurs communes, que ça se passe bien. Et donc là se pose en effet la question de l'exclusion d'une certaine façon, exclusion quand même nécessaire à la création d'un groupe, de fait et d'un groupe qui va développer, certaines relations sociales, qui projettent ensemble des relations sociales à travers l'espace, qui se créent en tant que communauté, de futurs habitants, communauté de voisins. Dans le cas où c'est la municipalité qui est allée chercher, l'OFS, seule la municipalité et l'OFS décident de qui peut accéder ou non au projet. Donc on n'est pas dans les mêmes logiques participatives. Les participants arrivent après le dessin, spatial, mais ils ont quelques manœuvres, notamment autour des espaces communs, notamment également, un peu dans leurs propres espaces, de logement. On peut un peu modifier, certains éléments du projet, mais c'est complètement différent. Ça reste intéressant parce que
on est dans un territoire dans lequel l'habitat pavillonnaire est vraiment majeur. Et ça reste une typologie d'habitat projetée par beaucoup d'habitants. En parallèle, on a des demandes d'accès à la propriété sociale qui sont très, très forts dans ces territoires. Donc on vient combiner 2 problématiques qui sont proposer un autre modèle, de typologie et donner accès à la propriété. La logique participative, elle arrive en fait comme une forme de négociation face à l'idéal un peu encore dominant de l'habitat pavillonnaire. Donc c'est donner envie aux futurs habitants d'être en collectif par l'accès à un modèle participatif. Le fait de connaître ses futurs voisins, d'être pris en compte, de se rencontrer, de commencer à créer une communauté, de se projeter en fait dans le projet de ah mais comment vont être les espaces? Est-ce que j'ai un peu d'autres espaces que le logement? En quoi en fait être ensemble dans un projet, être en collectif, ça va m'amener des éléments que je n'aurais pas pu avoir si j'étais seule. Que ce soit des dynamiques sociales, donc par exemple pour les personnes âgées, pour les femmes seules avec leurs enfants, on a des discours qui sont très intéressés en disant bah voilà, je suis contente d'avoir certaines sociabilités, de pouvoir créer un réseau, de créer des liens où les enfants vont rentrer ensemble. This audio was created with Podcastle.ai. De pouvoir créer un réseau, de créer des liens où les enfants vont rentrer ensemble, travailler ensemble après l'école, où je sais que je suis pas seule si j'ai besoin de quelque chose. Et puis, on a aussi l'accès à 2 autres espaces grâce aux espaces communs. Donc, soit un espace de bricolage, une salle commune pour faire des festivités, et cetera, qui, en fait, viennent comme des formes de négociation qui permettent de comprendre ce que les typologies collectives offrent. Et là, en fait, c'est vraiment connaître ses voisins avant d'aller dans le projet, créer une communauté de futurs voisins qui est très important ici, dans ce territoire qui est très marqué par l'artificialisation de façon émiettée et qui impacte de plus en plus sur les territoires naturels, protégés même d'ailleurs, qui sont dans cette commune. Oui, donc c'est comme on a un peu martelé les avantages de la propriété individuelle et du pavillon, périurbain, maintenant il faut aussi marteler les avantages et les faire comprendre progressivement, c'est peut-être mieux que marteler, aux avis les avantages qu'il y a à vivre ensemble et retrouver des liens, avec ses voisins. Et tu as évoqué, le fait que les projets pouvaient être donc dans la logique participative, dessiner, les espaces communs pour le moins avec les habitants. C'est vrai que donc ces nouvelles formes d'habiter, qui sont plus du copier-coller, plus faites en vente, en fait-faille, et le dessin de l'architecte qui est ensuite construit, mais c'est beaucoup plus de participation, de co-construction. Quelle place ça laisse pour les professionnels comme, les urbanistes, les paysagistes, les architectes dans ces modes d'habiter-là? Des places, très variées et très intéressantes. Dans le projet où c'est l'association ou bien, dans le projet de la coopérative notamment, donc dans ces 2 projets où vraiment on a un groupe d'habitants qui a dessiné son projet. Hem, Ils ont tous les 2 fait appel à une équipe d'architectes, des paysagistes également, qui les ont conseillés par leur, connaissance et leur expertise. Mais on était avec des équipes, qui ont pris en compte aussi les expertises habitantes, les souhaits habitants. Et donc là, le projet, il se fait différemment. Il se fait en discussion avec les personnes concernées. Donc cette place-là de l'architecte, qui est, face à des logiques participatives, elle est déjà enfin, c'est une place, qui se fait depuis plusieurs années, qui se prend de plus en plus, mais qui ne remet pas du tout en cause, en fait, le métier d'architecte, au contraire. Mais au lieu d'être un décideur pour, ça va être un accompagnateur avec. Et ce qui est important pour l'architecte, il y a 2 choses: aider le groupe à faire un projet commun, donc justement de ne pas partir chacun son projet, et c'est faire comprendre la spatialité, enfin quelles sont les réalités spatiales projetées par le groupe. Donc faire comprendre les enjeux de la spatialité. Outre évidemment, tous les réalités, juridiques et auxquelles répond, l'architecte, la compréhension du PLU et cetera, enfin du plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme, ou les cas un peu particuliers où il va y avoir un bâtiment, patrimonial à côté, donc du coup ça induit d'autres façons de dessiner, ça induit donc il y a quand même
la connaissance de toutes ces règles et de la connaissance des règles liées à un territoire, mais il y a également un impact avec les habitants avec qui sont dessinés les projets. Et parfois, il y a des architectes qui vont faire appel aussi à des accompagnateurs, à des équipes d'accompagnation à la participation, avec qui dessiner et donc comment est-ce qu'on on sensibilise, etc. Dans le cas du projet qui a été un projet décidé par la mairie, donc le projet top-down, là, on est dans un rapport un peu plus mixte parce que ça a été dessiné selon les recommandations de l'OFS et de la municipalité, donc plutôt avec ces acteurs publics et institutionnels. Et ensuite, des marges de manœuvre ont été laissées possibles pour les habitants. Donc là, on est quand même dans une logique, entre guillemets, un peu plus classique du métier d'architecte. D'accord, donc il y a toujours besoin de professionnels. Ça reste des démarches qui prennent du temps, qui sont compliquées, qui requièrent des compétences pas accessibles à tout le monde. Donc oui, toujours besoin d'un architecte et de médiateurs qui seront peut-être un peu moins en posture de sachants et de décideurs que d'accompagnateurs. Oui, pas d'inquiétude là-dessus. Oui, en effet, toujours besoin de professionnels. Mais par contre, je glisse juste l'information. En fait, ce qui est vraiment génial dans les projets participatifs dans lesquels en amont les habitants sont présents, c'est qu'il y a une forme de responsabilisation en faisant le projet. On se rend compte qu'on connaît peut-être certaines choses. On prend conscience aussi de qu'est-ce que ça implique en fait de connaître certains éléments qui sont liés à l'habitat ou à l'habité. Et on s'expertise en faisant le projet. Et donc, il y a un partage quand même d'expériences et de connaissances entre les professionnels et entre les futurs habitants qui est vraiment très intéressant. Effectivement, c'est très intéressant, c'est très riche. Ta thèse, elle aborde plein de sujets. Elle lie plein de notions entre elles. Et je trouve ça intéressant d'aborder l'artificialisation des sols et la dégradation des sols qu'on aborde souvent à l'échelle de documents d'urbanisme et à une échelle assez globale, voir qu'à l'échelle individuelle de notre rapport à notre propre logement, à notre mode d'habiter, on peut changer de modèle en partant aussi de cette échelle-là. Peut-être pour terminer, je vais te demander la question rituelle d'un conseil de lecture que tu aurais pour nos auditeurs. Oui, alors en fait, j'ai 2 conseils de lecture. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Pierre Crétois, qui s'appelle «La copossession du monde vers la fin de l'ordre propriétaire», dans lequel il vient décortiquer en fait tout l'argumentaire qu'il y a autour de la propriété. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut remettre en cause une idéologie dominante qui tend à faire de la propriété privée la réponse absolue à tous les problèmes sociétaux. Et il y a une deuxième référence qui est un peu plus engageante, qui est un ouvrage produit par et coécrit par Christophe Clerc et Gérard Mordillat, qui s'appelle «Propriété, le sujet et sa chose». Ils ont fait un vrai travail de centralisation à partir de travaux pluridisciplinaires de plusieurs spécialistes et chercheurs, donc des économistes, des philosophes et des juristes, et ils retracent l'histoire de la propriété. Donc on voit l'enjeu idéologique et sociétal que pose la propriété dans une approche historique. Donc je recommande ces 2 lectures. Merci beaucoup. On ne manquera pas de mettre tous ces liens en description. Merci pour ta pédagogie sur ton travail de thèse et bon courage pour la rédaction. Merci beaucoup et merci à vous pour l'invitation. Au revoir Ilsa. Au revoir.
This audio was created with Podcastle.ai.